Donc du coup, rebonjour à tous. Donc, est-ce que Alexis, tu pourrais couper, te rendre muet parce que j'entends un arrière-fond, hein, ça fait bizarre. Merci. Du coup, je vais vous présenter le modèle vue contrôleur. Donc, il est constitué du contrôleur, du modèle et de la vue. Donc, je vais expliquer plus en détail sur le slide suivant. Donc, je vais vous introduire le modèle vue contrôleur. Donc, c'est un modèle d'architecture de programmation. Il faut savoir que sans modèle correct, ça peut vraiment être très difficile d'agencer le code, de l'organiser, et ça devient vite illisible et difficile à modifier. Donc, c'est un modèle d'architecture qui permet de simplifier et d'avoir un modèle standardisé. Donc, l'idée, c'est de séparer les données, donc les données des bases de données, du traitement et de la présentation. Désolé pour la faute d'orthographe. Donc, il y a trois parties. Il y a le modèle, la vue et le contrôleur. Slide suivant. Donc, on voit qu'il y a aussi un utilisateur qui demande dans le cas d'un site web, il peut demander une page depuis son navigateur, et le contrôleur qui interagit avec les données et la vue. Et la vue retourne la page HTML demandée. Donc, je vais expliquer plus en détail les différentes parties sur le slide suivant. Donc, le modèle, le modèle contient toutes les données manipulées par le programme. C'est-à-dire que ça peut être une base de données, par exemple. Ça peut être toute une structure de données comme analogue à une base de données. Donc, le modèle permet une gestion des données, les organiser, les stocker au bon endroit, une intégrité des données, c'est-à-dire les données elles sont sécurisées et qu'elles vont pas s'effacer du jour au lendemain. Il y a aussi des méthodes de mise à jour des données, donc l'insertion des données avec un insert par exemple en SQL, la suppression avec drop table par exemple, ou un changement de valeur avec update en SQL. Donc il y a aussi des méthodes de récupération des données avec un select. Et on a aussi, mais ça c'est un détail, c'est pas forcément utile de s'en souvenir. Si les données elles sont très très importantes, un gros volume de données, alors le modèle peut avoir plusieurs vues partielles déjà définies. Slide suivant. La vue. C'est l'interface avec le contrôleur et c'est aussi l'interface avec l'utilisateur, par exemple l'internaute pour un site web. Donc la vue, elle affiche les données récupérées du modèle par le contrôleur et elle reçoit aussi les demandes de l'utilisateur qui sont envoyées au contrôleur. Par exemple, si l'utilisateur clique sur un bouton, un curseur, etc. Donc le contrôleur, en plus de récupérer du modèle les données, il les traite, puis affiche les données dans la vue. Slide suivant. Donc le contrôleur, quel est le rôle du contrôleur? Le contrôleur permet une synchronisation du modèle et de la vue. Donc il réceptionne les demandes utilisateurs, l'internaute dans le cadre d'un site web. Il exécute les requêtes auprès du modèle, par exemple un select pour récupérer des données. Ensuite, il fait le traitement des données et il fait une mise à jour de la vue. Et c'est tout un cycle comme ça qui fait que le programme fonctionne. Donc, slide suivant. Donc voilà, on a l'architecture globale, le schéma final. Donc, l'utilisateur envoie une requête au contrôleur. Le contrôleur récupère les données du modèle, les traite et les envoie à la vue. La vue interagit avec l'utilisateur, ou plutôt l'utilisateur interagit avec la page, mais la vue envoie une page web, par exemple, dans le cadre d'un site web. Et à nouveau, en cliquant sur des boutons, dans les listes déroulantes, des choses comme ça, l'utilisateur envoie une requête au traitement, au contrôleur. Donc, merci de m'avoir écouté. Et Flask. Flask, qu'est-ce que c'est?
Donc voici le sommaire. Donc en petit 1, nous allons vous faire la présentation globale de Flask. En petit 2, le fonctionnement. En petit 3, l'interaction web et data. Donc là, ça va être à Seb, du coup. Si tu nous entends. Je crois que on a perdu Seb. Allô? Oui, Seb. Ouais. Donc c'est à toi, du coup. Ah, j'ai beaucoup de problèmes. Hein. Pas de souci. On en est où? À la présentation? C'est ça. Mon PC, c'est une cata. Alors, la présentation. Qu'est-ce que Flask? Petite histoire. Flask a été créé initialement par Amin Romacher. Au début, c'était l'idée de départ, c'est de réaliser un framework web contenant un seul fichier Python, mais pouvant maintenir des applications très demandées. En 2018, Flask était les frameworks les plus utilisés. En 2020, il comptait une grande communauté et était classé parmi les meilleurs frameworks de développement web. Ensuite, l'objectif pour nous, c'était créer une application web via le package Flask. J'entends plus. Nous, on t'entend. Je t'entendais jusque-là, moi. Oui. C'est bon? Ça coupe un peu, C'est c'est bon. vrai que ça coupe. Il va nous servir à créer une interface web en liaison avec Python et une base de données SQLite. C'est un package qui nous permet de générer un serveur local pour faire des tests ou localhost. Il nous permet d'envoyer des requêtes HTTP, disait Nicolas tout à l'heure, vers le serveur et de coupler à la base de données, récupérer des données de la base de données. Il contient des modules ou fonctions minimalistes, mais performantes pour réaliser un projet web. Ses fonctions principales et ses points forts sont d'avoir un serveur d'environnement virtuel, compatible multiplateforme, Linux, au Mac et Windows. Son avantage, c'est qu'il est ultra léger et permet facilement d'être hébergé chez les fournisseurs d'Internet. Il a une particularité, c'est qu'il a une simplification d'écriture. Il permet d'afficher des pages dynamiques. Il permet aussi de gérer les cookies du site. Ensuite, donc, il est utilisé par des grandes entreprises comme LinkedIn et Printinterest. Ses points faibles, c'est qu'il n'a pas d'interface d'administrateur ORM et que la base de données n'est pas intégrée. Il n'a pas de structure pour construire une arborescence hiérarchique au niveau de la base de données. Et il ne dispose pas de, comment dire, de, je voulais dire ça. Oui, c'est ça, il ne dispose pas de structure hiérarchique, mais c'est aussi une de ses forces, parce qu'il permet d'écrire du code dans un seul fichier, en fait. Et le dernier, en fait, en 7 lignes de code pour démarrer Flask, on a un outil opérationnel en 7 lignes. Voilà, ma partie est finie. Des questions? Bon, du coup, pour la suite, c'est à Florian, si tu es prêt. Je suis prêt, tu peux passer.
Bonjour, là je vais présenter la deuxième partie qui est dans le fonctionnement de Flask. Là, vous voyez, c'est le programme fichier Python principal exécuté par import et puis le fichier script déjà avec le framework from Flask import étoile, plus aussi l'application Flask dont le nom app est utilisé pour le fichier principal, plus la page HTML, index.html. Bon, ça se passe à la suite. La question c'est comment organiser un projet dans Flask. En fait, il existe des conventions pour faire fonctionner Flask. Premièrement, c'était de créer un dossier templates afin de placer des fichiers HTML. En fait, HTML, c'est juste un langage, un formatage de texte. Deuxièmement, faire un dossier statique. On ajoute des feuilles de style CSS, plus des scripts, comme exemple JavaScript, plus des images et d'autres éléments qui ne seront jamais générés dynamiquement. Troisièmement, c'est créer un autre dossier test. On place les tests de Flask en Python. Tout au long du projet, on écrit un programme en Python dans un fichier pour les mettre dans le dossier app et un autre fichier Python sur la racine du projet. Ce dernier sera très utile pour lancer le projet en Python. Plus le projet web grandit, plus ça nous amène à travailler avec des variables que nous pouvons utiliser un peu partout dans le projet, bien sûr. Il suffit de créer un fichier de configuration pour que Flask puisse importer toutes les variables en une fois. Donc, vous pouvez passer à la suite. Là, on nous parle des bases de données dans Flask. En fait, le site SQLite est utilisé avec Flask pour interroger des bases de données SQL ou une SGBD relationnelle. SGBD signifie système de gestion de bases de données. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'apprendre SQL puisque Flask intègre un outil qui le faisait pour nous. Mais par défaut, Flask ne gère pas les bases de données. Dans ce cas-là, il suffit d'installer SQL Alchemy, une extension qui fera le pont entre la base de données et notre application. C'est-à-dire que nos requêtes en Python seront traduites en SQL grâce à cette extension. C'est comme une sorte de traducteur automatique que nous appelons ORM, de Object Relational Mapping. Merci Florian. Alors, comme Vincent par contre nous avait dit, on peut également programmer directement, séparément la base de données via SQL. C'est vrai qu'on a plusieurs solutions. Alors, pour ma part, là, je vais continuer en vous parlant des interactions web data, donc approfondir un peu ce qu'ont dit mes collègues auparavant. Alors, tout d'abord, pour comprendre ce qui se passe un peu quand on utilise Flask, c'est bien de comprendre le modèle un peu, enfin d'avoir un aperçu au moins du modèle client-serveur. Alors, le client, c'est quoi? C'est par exemple vous quand vous faites quand vous cherchez quand vous tapez
nom d'un site, hein, une URL. Voilà, donc là, à ce moment-là, par exemple, si vous voulez aller, je sais pas, sur Google, Facebook, n'importe quel site, vous faites une requête HTTP en fait au serveur sur lequel qui héberge le site internet où vous voulez aller. Et ensuite, c'est le serveur. Alors, par exemple, si c'est sur Facebook, je sais pas, par exemple, vous allez entrer votre identifiant, etc. Bah là, dans ce cas-là, c'est le serveur qui fera la demande au data center, enfin, sur le serveur de données. Il fera la demande, il dira alors vous m'avez rentré ce tel identifiant, tel mot de passe. Dans ce cas-là, si c'est bon, bah, je vous renvoie ça, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, bah, du client au serveur, c'est par des requêtes HTTP qu'on appelle, ça, je vous en parle un petit peu par la suite. Et entre serveur web et serveur de données, c'est requête SQL. Et ensuite, bah, tout vous est renvoyé donc sur votre ordinateur, par exemple, avec du HTML. HTML, si on pouvait comparer, par exemple, je sais pas, faire l'allusion avec un œuf, par exemple, tout l'intérieur de l'œuf serait tout ce qui est côté serveur, et la coquille, ce que vous voyez, serait le côté client, l'apparence, donc là, tout ce qui est HTML. Alors, langage versus protocole. On trouvait intéressant en fait de souligner ça parce que, par exemple, personnellement, je m'y retrouvais pas. Alors, un langage informatique, ça sert à programmer. Donc, ça permet de structurer les données et donner des instructions aux ordinateurs. Alors, nous, en l'occurrence, là, on écrit en Python. Il est interprété par l'interpréteur de Python, c'est-à-dire qu'en fait, il traduit au fil du temps où on exécute en langage machine, donc en binaire, en des séries de 1 et 0, etc., qui seront ensuite transformées en signaux électriques, etc. Sans rentrer dans le détail, c'est super. Enfin, quand on y pense, c'est super performant comme système. Je prends respect aux gens qui ont inventé ça. Donc voilà pour le langage. Pour le protocole, alors là, c'est plutôt ce qui va régir justement les règles de communication. Alors, vous allez trouver un petit exemple, bon, bien sûr, qui n'a rien à voir, mais ça permet de comprendre un peu l'idée. Imaginons, vous avez Bob d'un côté qui parle anglais, qui souhaite parler à Marley, qui lui, par contre, parle le créole jamaïcain. On est d'accord, ils parlent tous les deux une langue différente. Et on a de la chance parce que Monty, qui lui parle les deux langues, anglais et créole jamaïcain, se trouve dans les parages. Et du coup, a l'honneur de traduire. Alors, comment ça se passe? Bob, comme je vous ai dit, il parle un langage, l'anglais. Marley, il parle un langage, le créole jamaïcain. Monty, c'est lui, il fait le traducteur, donc c'est l'interpréteur. Et la méthode de communication, donc là, c'est le fait de parler, par exemple, ça peut être aussi la gestuelle, etc. Ça incarne le protocole. Voilà, c'est grâce au protocole qu'on pourra parler une langue. En fait, les deux sont indissociables. J'espère que vous y voyez un peu plus clair, moi, ça m'a aidé. Donc là, c'est à toi, Andy. Donc, je vais vous parler des méthodes HTTP. Donc, les méthodes HTTP, c'est des requêtes envoyées par le client. Donc, nous avons la requête HTTP, c'est la requête hypertexte transfert protocole. Alors, c'est un protocole utilisé pour livrer des documents sur le web. Et les données sont des fichiers HTML, mais peuvent être aussi des fichiers d'images et de vidéos. Donc ensuite, en deuxièmement, nous avons la méthode get, qui permet de lire le document spécifié par l'URL. Donc cette méthode elle est utilisée par défaut lorsque l'on ouvre une page web avec un navigateur. Et enfin, nous avons la méthode post, qui est utilisée pour soumettre des données à un serveur. Et l'usager n'aura qu'à rentrer en utilisant un formulaire sur une page web afin qu'il les traite. Ces données seront incluses dans le corps de la requête. C'est pareil quand on soumet un fichier à l'aide d'un champ. Donc, entre autres, input de type file. Donc là, nous avons les méthodes HTTP, donc les réponses du serveur.
Donc, premièrement, nous avons la requête 200. Donc, c'est une requête réussie. C'est la signification du succès qui peut varier selon la méthode de HTTP. Donc, par exemple, get, c'est la ressource qui a été récupérée et retransmise dans le corps du message. Ensuite, nous avons la requête 400 bad request, qui est une réponse qui indique que le serveur n'a pas pu comprendre la requête à cause d'une syntaxe invalide. Et enfin, nous avons la requête 404 not found. Le serveur, en gros, le serveur n'a pas trouvé la ressource demandée. Ce code de réponse est principalement connu pour son apparition fréquente sur le web. Merci Andy. De rien. Alors donc la communication client-serveur avec Flask, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Là on termine un peu l'introduction. C'est bien de voir du coup à quoi ça servait. Alors bon, pardonnez un peu le dessin fait à la main, mais c'était juste pour se représenter un peu l'arborescence du dossier qui était codé par Léa et grâce à. C'est très bien. Hein. Si vous avez des moments où vous êtes pris par le temps ou tout ça, vaut mieux faire un bon dessin qu'une mauvaise présentation. Merci beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. Moi, j'aime bien ce dessin. Ah, merci beaucoup. Justement, étant donné que c'est Léa et Nico qui ont fait tout le code, voilà, nous, on était en train d'essayer de comprendre un peu les mécanismes sous-jacents derrière. Voilà, là, ça permet bien pour mon cas, ça m'a permis de me représenter un peu comment ça se passait. Alors, le fichier principal, on va vous montrer par la suite, c'est le fichier main.py, donc c'est .py parce que c'est écrit et puis donc, comme a dit tout à l'heure Florian, tout ce qui est fichier HTML, ça, ils vont être situés dans templates. En fait, c'est un peu Flask par ses fonctions qui imposent ça, parce que sinon, ça marche pas. En fait, en appelant des fonctions de Flask, on ira chercher certains éléments qui sont dans les pages HTML. Je vous en parle en détail. Statique, c'est pareil, comme Florian l'a bien dit tout à l'heure. Ça, c'est tous les fichiers, voilà, alors, il y a du CSS, il y a du JavaScript qui ne sont pas gérés de manière dynamique. Voilà, c'est-à-dire qui sont du coup statiques. Donc alors, image, là, je trouvais ça sympathique parce que ce fichier de base, il est vide. Et au fur et à mesure en fait qu'on appellera certaines fonctions, dont on va vous parler par la suite, et ben ça stockera les images qui ont été créées dans ce fichier. Alors, tout d'abord, on va parler de la fonction main. Brièvement, c'est le tout départ, parce que voilà, par souci de clarté, du coup, on a été obligé de faire des captures d'écran et de couper le code parce que tout rentrait pas. Là, ce qu'il faut faire, comme dans tout programme, c'est déjà importer les bibliothèques nécessaires. Donc là, en l'occurrence, c'est Flask. Donc, et c'est pareil, là, c'est pas une méthode, j'ai perdu l'orient objet, mais bref, on importe ce qui est nécessaire dans Flask. Là, render template, c'est une fonction. C'est une fonction du coup qui nous permettra d'afficher des pages. Là, du coup, HTML. Vous allez voir par la suite. Et ainsi de suite, tout ce qui nous est utile. Par exemple, là, toujours, on est dans le main. Alors là, voilà. J'aurais pu le dire là directement. À la template, on peut afficher des pages HTML. Alors, template, si comme moi, vous ne saviez pas exactement ce que ça voulait dire, c'est-à-dire modèle en anglais. Et render, c'est fournir. Donc voilà, donc c'est qui rend une fonction qui affiche des modèles HTML. Alors là, ce qui est sympa, c'est vachement cool avec Flask, c'est que rien qu'avec ça, donc c'est appelé, je ne sais plus, un décorateur, je crois. Ça nous permet justement d'aller juste ça, c'est cette petite ligne, nous permet par la suite d'aller afficher ces pages-là qu'on a mis dans des dossiers. C'est vraiment très cool. Alors, j'interviens, Jean-Baptiste. Oui. Un décorateur, c'est en quelque sorte, c'est une surfonction. D'accord. C'est-à-dire que le décorateur, il va pouvoir ajouter du code à l'intérieur de def info, là, par exemple, au début et à la fin. D'accord.
ça injecte du code. Donc, en fait, dans app, là, dans app, il y a plein de choses, app.route, il y a plein de choses qui sont injectées dans ta fonction, ce qui t'évite de les réécrire toi-même. D'accord. Et extrêmement puissant, les décorateurs, et vous pouvez, pour vos propres fonctions, réaliser des décorateurs vous aussi. Ah, ça marche. Parenthèse. D'accord. Ah bah, effectivement, c'est très intéressant, surtout si ça nous évite de réécrire du code par la suite. Merci beaucoup, Vincent. En parlant de suite, on va passer à la page suivante. Là, c'est pareil, on est toujours dans le main. Alors, juste, Léa, pour ce slide, peux-tu nous en parler un petit peu, si ça ne te dérange pas, parce que je pense que tu as... Là, on est arrivé sur la page de sélection de profil, donc on va pouvoir avoir les sélecteurs pour choisir qui on veut voir et qu'est-ce qu'on veut. Et du coup, c'est là que vous allez retrouver la fonction profil select. On va avoir les valeurs pic membre choisi et pic type, qui va être le type choisi. Alors ça, on le voit pas, mais ça correspond aux graphiques qui sont tout début, qui vont soit dessiner un arbre, soit générer un graphique. Et c'est là qu'on va retrouver aussi if pour pouvoir afficher soit le graphique et les deux sur la même page. Après, je sais pas trop qu'est-ce que je peux dire de plus sur celui-là. J'expliquerai dans le code à la fin. Ouais, après, de toute façon, on va revoir ça. Ça marche, ouais. Merci beaucoup. J'aurais pas dit mieux. Hein. Alors bon, là, c'est pareil. Hein. Après, on va pas vous parler exactement de tout, mais ça fonctionne sur le même modèle. Hein. C'est ce qu'on appelle des décorateurs qui font pareil, hein, générer des pages, du coup, qui sont enregistrées tout à l'heure dans le dossier qu'on vous a dit template. Alors, je passe un petit peu. Alors oui, là, c'est vous allez voir, hein, c'est le site. Alors, je peux vous le montrer vite fait. Sinon, je trouve ça sympathique. Non, on va le montrer à la fin. Là, en fait, c'est la page d'accueil. Du coup, l'index. Oui, ce que j'ai oublié de dire, parce que ça, par exemple, je l'ai découvert aussi. Ça, le petit slash, ça représente. Alors, du coup, ça représente le début de l'arborescence, en fait, la racine. Du coup, et ce qui correspond à l'index. Oui, l'index. Oui, l'index, c'est ça. Je raconte pas de bêtises. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Alors, ce qui est intéressant aussi ici, c'est là, alors, je ne sais pas si on peut parler d'un langage ou d'un bibliothèque. Ça s'appelle Jinja. C'est un style d'écriture qui nous permet en fait d'écrire du code, des conditions, de mettre des variables dans du code HTML. Donc de coder par exemple du Python dedans. Si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas encore tout à fait sûr de moi là-dessus. Par exemple, on a d'autres exemples. Là, par exemple, ce qui est sympathique, c'est que là, ça a permis en fait à Léa, ça y a évité de répéter là ce code-là. En fait, head par exemple, et grâce à ces petites accolades, chacun des fichiers HTML ira chercher du coup ce qu'il a besoin dans ce fichier head.html. Donc là c'est pareil, là c'est une des barres de navigation. Donc là c'est le fameux fichier head.html. La 404, je pense que vous avez vu tout à l'heure, Andy nous en a parlé, ça correspond en fait aux réponses HTTP, réponses du serveur. Donc quand vous voyez 404, vous faites une requête, ça veut dire que ça n'a pas marché comme vous voulez. Donc ouais, c'est marrant. Il y a une erreur, je ne sais pas où vous voulez aller, mais ça n'existe pas. Voilà, il y en a, je ne sais plus dans quel navigateur, je crois que c'est Google Chrome, il est mort, Jim, j'ai déjà eu ça. Bon bref, petit aparté. Sympa. Donc conclusion, plutôt qu'un long discours, là ça va parler. Alors, les deux font à peu près la même chose. L'un sans Flask, l'autre avec Flask. Qu'est-ce que vous préférez? Je pense qu'on est d'accord. Flask, c'est plus court, c'est plus efficace. Merci. Ah oui, du coup, Léa et Nico. Je vais commencer du coup. Leur club, leur programme.
Je commence et après Léa, elle finit. Du coup, je vais streamer depuis mon ordi. Du coup, je vous montre d'abord le site web. Ça sera plus facile d'en parler quand on aura une idée concrète, si on a une idée concrète du site web dans le code après. Donc, bienvenue à la page d'accueil. C'est la page d'accueil de notre site. Donc, vous voyez qu'il y a des liens ici. Donc, on va cliquer sur graphique, par exemple. C'est simplement une page avec un graphique. Donc, c'est une image qui doit être stockée dans le fichier IMGS avant d'exécuter le programme. Sinon, et après, on aura une erreur. On va aller dans la page sélecteur. Donc, vous voyez, on a deux listes déroulantes. Une avec tous les prénoms des gens dans la formation. Une où on choisit le graphe de la personne ou l'arbre de la personne. On va prendre Leroy. On va regarder son arbre. On va cliquer sur Valider. Hop, voilà, on est à l'arbre de Leroy. Bien sûr, comme dans le graphique, les fonctions sont pas finies, le prof nous a donné un code pour générer des arbres aléatoires. Avant, on va cliquer sur graphe. Ça va nous donner un graphe dynamique. Donc, ça nous a donné le graphe de Peggy. Donc, je vais vous expliquer le code plus en détail maintenant. Donc, on va commencer par le main. Donc, il faut faire tous les bons imports comme Jean-Baptiste a expliqué tout à l'heure dans la présentation. Donc, on a la fonction dessine qui devrait être la fonction du groupe graphique. Donc, on va pas l'expliquer parce que c'est pas notre travail, mais on l'a mis en entrée prenant un entrée numérographe. Et ce numérographe va être sauvegardé. L'image générée de l'arbre va être sauvegardée dans static IMGS arbre plus une chaîne de caractères avec le numérographe .png. Donc, il y a aussi une fonction def graph x puissance n qui, pour un n donné, trace le graphe y égale à x puissance n. Donc, on fait un plt.savefig static /imgs.graph n de .png. Donc, avant d'expliquer le code en détail, on a créé un dictionnaire avec comme clé tous les prénoms des personnes de la formation, des élèves en tout cas, et qui à chaque clé associe un chiffre. On a aussi créé une liste membres et un retour type. On a le choix entre graphe et arbre dans l'application. Donc, avant tout code, il faut créer une app. Flask underscore name underscore. Il faut créer l'app. Ensuite, on fait un app route. / ça veut dire que c'est la page d'accueil. Donc, title égale home page. Donc, on fait un return render template index.html avec le bon titre. Je vais vous montrer le dossier index.html. Donc, on a bien, je vais vous l'expliquer succinctement. Ça prend les modules pour le CSS et le code qui va bien. Donc, ça prend en entrée, ça prend dans l'entête une image. Non, c'est dans le body, pardon. Une image qu'on a pris à un site web, au site Digifab. Sur Digifab. Et on a un texte accueil et un texte de bienvenue. Donc je pense que si vous avez fait du HTML, c'est un code assez simple. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, mais ça affiche l'essentiel. Donc on a une page graphique qui a pour titre graphique. On injecte le titre dans render template et ça met le template de graphique.html. Je suis en train de chercher le. Tu peux peut-être nous expliquer, Nicolas, comment ça aurait
comment tu aurais écrit le code en le modifiant ponctuellement si tu n'avais pas utilisé les render templates? Ah, Ça aurait été dit. Le render ça aurait été template, moche. en fait, le render template, j'aurais fait un return de la page, en fait, du rendu template. En fait, j'aurais fait si on n'avait pas la fonction render template, en fait, faudrait stocker le code HTML dans une chaîne de caractères et on aurait fait return la chaîne de caractères. Le code HTML de la page, bien sûr. Tu peux le faire là, juste pour qu'on se rende compte que les autres voient un peu à quoi ça ressemblerait. Tu modifies ponctuellement ton code et puis tu enlèves la modification après, quoi. Il n'y a pas de souci. D'abord ouvrir le template de la page pour pouvoir copier-coller le code. Donc on a pris la page index. Donc là, vous voyez, pour la page info, qui est la page principale, parce qu'il y a le slash, la racine, on fait un render template de index.html. Donc on va commenter le return. Et on va créer une chaîne de caractères qui va prendre le code, en fait. Un peu dégoûtant, comme ça. Mais après avoir stocké, on fait un return. Si je me souviens bien, c'est comme ça. Hein. Et normalement, ça marche. D'accord, donc c'est bien. Et en fait, du coup, l'intérêt du render template, c'est évidemment d'avoir un code beaucoup plus propre où on a isolé tout ce qui est écrit en HTML de ce qui est écrit plutôt en Python. Et l'autre avantage, c'est qu'on voit dans le render template, on arrive à passer un argument qui est title. Et donc, on peut passer autant d'arguments qu'on veut à un render template de façon à ce que l'ensemble de l'écriture de la page en HTML dépendent de variables et donc soient programmables. Donc là, il n'y a qu'une seule chose, Nicolas, sur cette page HTML, il a juste changé, il y a juste le titre qui peut changer. Ouais. Alors, un titre statique, donc il s'appelle homepage, donc en fait, ça sert à rien d'avoir mis une variable. Mais si la variable title avait changé suivant les cas d'usage, par exemple, ça aurait pu être ce qu'il a fait dans d'autres pages en changeant à chaque fois le nom de l'élève, hein, voilà, qui peut passer de Peggy à Alexis, ainsi de suite. Et donc là, c'est une variable qui est très utile puisque ça change au fur et à mesure. Voilà, enfin, c'était une petite parenthèse, mais je pense que c'est bien d'avoir donné le code HTML. Donc le but de ces fonctions Python, là, definfo par exemple, c'est effectivement d'écrire les pages et d'être en mesure de les présenter dans le navigateur. Je te laisse continuer, Nicolas. D'accord. Donc, j'étais en train d'expliquer pour graphique. Donc, c'était pour la page graphique où il y avait le graphique statique. Donc, ça prenait le titre graphique et ça affichait et si on regarde le code HTML, il y aura juste une balise IMG où on met le nom du graphique qu'on va chercher dans static IMGS. Là, ça devient intéressant. On fait un uproot profile underscore select. Donc, on met le titre sélection des membres. Donc, on nomme une variable picked member, le membre choisi, qui va faire une méthode request pour prendre ce que l'utilisateur le membre que l'utilisateur l'internaute a choisi. Pareil pour le type, on avait le choix entre arbre et graphe. On va faire un request et on va le récupérer. Donc, si on a fait un choix,
cette ligne-là, c'est si on a fait un choix, si c'est différent de none, alors on va nommer une variable n, ça va être l'élève, le dictionnaire du début, où il y avait les élèves et leurs chiffres associés, et on va prendre le numéro le membre, le numéro du membre du membre picked member. Et on va, si picked type égale à graph, on va tracer le graphe qui va nous sauvegarder l'image. Sinon, on aura picked type qui est égal à arbre. Et on va dessiner l'arbre, pardon, le code que nous a donné le prof. Donc, ça, c'est tout simplement le chemin de l'image. Donc on fait un return redirect vers la page profil avec toutes les variables qui sont nécessaires, picked type et l'image. Et puis dans la fonction profil, on récupère les variables avec la fonction request et on fait un render template dynamique de profil avec toutes les bonnes variables. Vous allez voir plus clair quand je vais vous montrer le code HTML. Donc le picked member, le picked type, le title, l'image. Profil. En fait, ça c'est le code HTML de profil. Donc ça va être marqué profil à un terme Jinja entre deux accolades. Ça va mettre la valeur de picked member du code Python. Donc ça va être, si on a choisi Peggy, ça va être profil de Peggy. Ça va être marqué Peggy est au top, voilà son arbre ou son graphe selon la valeur de picked type en Jinja avec l'utilisateur Jinja. Et non, je raconte de la merde. Bref. Et on met l'image avec la source. Ça, c'est l'URL. Et on n'a plus et ça affiche la bonne image. Je vais vous montrer le template de la liste déroulante et ensuite je laisserai Léa parler de la forme du site avec le CSS. Ouais. Donc le template c'est profilselect.html. Donc donc c'est lié au code Python avec la méthode get. Donc on déclare donc ça j'ai pas trop compris, c'est encore flou pour nous, mais for membre dans les membres, donc le membre S, c'est toute la liste des prénoms, et on va faire une boucle dessus, et on va afficher dans la liste déroulante les prénoms. Pareil pour le type, on va faire une boucle des types sur tous les types, et on va afficher la valeur, et on aura un bouton Submit. Donc c'est de l'orienté objet, donc c'est assez difficile à expliquer, même moi je comprends pas tout, c'était un peu de la débrouillardise qui fait qu'on a réussi à programmer le site web en fait. Alors c'est super bien d'avoir fait tout ça. Là les expressions qui te posent problème, elles sont pas si compliquées que ça. Hein. C'est simplement que tu as mis un sélecteur là. Tu as mis un sélecteur qui est capable de. C'est ta liste déroulante là, ton select, classe, machin. Et tu sélectionnes quand il y a le classe là, tu sélectionnes le type de liste déroulante que tu veux. D'accord. Ce que ça dit, hein, c'est vraiment, il n'y a rien de sorcier. C'est pas orienté objet là, il n'y a pas de. La classe, ça ne veut pas dire une classe. Ah ok, d'accord, pardon. Alors, derrière, derrière, ça fait référence à des choses parce que les listes déroulantes, elles sont probablement écrites en orienté objet, mais là, c'est simplement dire que quel type de liste tu veux, et puis tu lui donnes un nom après. C'est purement descriptif, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est dans les fonctions de Flask en elles-mêmes, qui elles, à l'aide de ça, vont faire des choses, vont enrichir en fait vont enrichir énormément le code avec pour qu'il soit fonctionnel. Mais là, cette page-là, elle est purement descriptive.
Donc, je vais retourner au. Du coup, on a une page pour les différentes erreurs. Donc, à chaque fois qu'il y a une erreur, on fait un return template de la page. Donc, vous remarquez qu'il y a un upload pour chaque page, / profil. Il y a un code derrière, comme on a vu. Et puis voilà. Donc, je vais laisser la main à Léa. Ouais. Donc, je vais te laisser faire un stream, Léa. Ouais, je vais faire un stream. Hop. Je sais pas si tout le monde nous voit. J'espère. Ouais, c'est bon. C'est bon? Donc nous, ouais, on va plus voir la partie, peut-être un peu de HTML pour faire le lien avec le CSS, mais surtout la partie CSS en fait. Donc ce serait peut-être pas mal que je vous montre déjà où est-ce qu'il est le CSS. Donc le CSS, ça c'est le dossier de l'application du coup, et on va le retrouver donc dans statique parce que c'est ce qui va pas bouger parce que ça va rester comme ça. Donc on a la navbar et le général qu'on va retrouver. Hop. Non, c'est pas comme ça. Ici. Donc le CSS général, quand j'ouvre ici. Donc le fond qui est là, c'est le gradient là. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a porté en fait depuis Bootstrap pour avoir déjà une mise en forme. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans le head, et c'est pour ça que sur chaque page, vous allez voir au début include c'est head et navbar. Parce que dans le head, on a tous les liens qui vont mener au Bootstrap, donc ces trois-là, les premiers, et ensuite tous les liens qui vont apporter le CSS qui est dans notre fichier statique. Donc c'est commun à toutes les pages, donc c'est tout le temps le même. Et on a aussi la navbar qui est commune à toutes les pages et qui, elle, a juste le bouton Home, graphique et sélecteur. Donc c'est les trois boutons qui sont en haut là. Et comme c'est tous les mêmes sur toutes les pages, et ben c'est pareil, on va l'inclure à chaque fois. C'était juste pour éviter d'avoir à le refaire à chaque fois. Donc le CSS de la navbar, des fois j'ai dû mettre petit truc là pour supplanter en fait le CSS de Bootstrap parce que autrement il voulait pas donner la priorité à Bootstrap par rapport au CSS qu'on écrivait. Donc par exemple aussi pour la couleur de fond. Donc après pour le CSS on a en fonction profil select, c'est ce que Nico montrait tout à l'heure qui va définir les caractéristiques de cette div là, c'est div il me semble. Bloc image, bloc petit, bloc, c'est tout ce qu'on va retrouver voilà, bloc ici. Donc ça va appliquer ces caractéristiques là. Bloc petit encore, erreur 500, ça va être un image. 400 index. Je sais pas si on a vu toutes les pages du site du coup, ça comme ça. Donc la page graphique, je crois que Nico l'avait déjà montré. On a la page d'accès au sélecteur. Donc on sélectionne. Et voilà. Et du coup, si on fait une inspection, voir. Là, donc le CSS, on pourrait directement le modifier par ici. Bon, regarder après, mais ça nous modifierait juste la couleur. Et si on veut voir ce que ça donne par exemple sur téléphone, bon, c'est pas idéal, que c'est pas proche. Je sais pas si on peut voir la page d'accueil. Voilà. Donc je crois que ouais, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je sais pas si après il y a des questions, des interrogations. C'est formidable. Merci à l'équipe d'avoir réussi à faire un premier site web avec une apparence qui commence à être vraiment sympa. Voilà, mais c'est un très très bon début. Hein. On va pouvoir faire quelque chose de sympa et maintenant réfléchir un peu mieux aux usages et à ce qu'on veut voir.
Donc pour que le site soit vraiment dynamique, il va falloir que on soit au point sur la base de données pour pouvoir, quand il y a un utilisateur qui renseigne des choses, les stocker dans la base de données. Il va falloir aussi être en mesure de transformer l'information avec ce que fait l'équipe Graph pour aller un peu plus loin dans la représentation des connaissances de chacun. Mais je pense qu'on a, au bout d'une semaine, on a réussi à sortir quelque chose d'assez sympa déjà. Voilà, c'est pas mal. Donc bravo pour le travail. Et je fais un big merci à Léa pour la forme parce que moi je suis vraiment nul en forme donc. Ah, du bricolage, hein, comme tu as dit. Vous êtes complémentaires, c'est parfait. Voilà, bah, les autres groupes, si vous avez des questions là-dessus, c'est le moment de les poser, de vous intéresser au travail qu'ils ont fait. On peut passer pas mal de temps à regarder un peu plus pour que vous rentriez dans les détails pour reposer des questions. C'est le moment d'intégrer un peu de leur travail, sachant que à la fin de la semaine prochaine, bah, il y a un des deux groupes qui va récupérer ça et qui devra le pousser plus loin. Enfin, un des deux groupes base de données et graphique. Ça marche comment la sauvegarde de cookies dessus? Bah les cookies en fait, faut régulièrement supprimer les cookies parce que sinon il y a des bugs. C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, au final, là j'ai marqué pas de cache SVP pour empêcher en fait que l'image elle se sauvegarde dans le cache et que des fois on avait des problèmes de superposition quand on arrivait sur les. Genre par exemple là on aurait eu l'arbre en fond en fait. Parce qu'il était enregistré dans le cache du coup. Ouais, ça l'aurait mis dessus vu que ça l'a déjà sauvegardé. Oui, ça faisait un truc très bizarre. C'est pour ça que c'est mieux du coup de le lancer en navigation privée. Bien sûr que normalement il n'enregistre pas les images et il charge le minimum. En clair, si on avait gardé les cookies, on aurait gardé un premier graphe pour Peggy. Et si on avait refait un graphe pour Peggy qui était différent du premier, ça aurait affiché le premier graphe et ça aurait pas mis à jour au deuxième graphe en fait. Ok. Sinon ouais, je sais pas, est-ce que le mail pile est clair, est-ce qu'il y a des trucs encore qui paraissent obscurs. C'est l'occasion de réexpliquer. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, il y a des tutoriels qui sont très bien faits sur Internet. Donc l'équipe web, je pense que vous en avez regardé pas mal. Peut-être que vous pouvez adresser aux autres des tutoriels assez courts. Moi, j'en avais trouvé un en anglais qui était vraiment, vraiment sympa, mais peut-être il y en a d'autres qui sont bien. Ouais, le Flask, ça a l'air sympa. On va faire une bibliographie, on regroupait tous les liens et vous les envoyez du coup. C'est une bonne idée. Bon, si vraiment il n'y a pas de questions, allez,
C'est vraiment pas de questions. Hein, Peggy, Mathieu, Sabrina. C'est que là, comme ça, même s'il y a des questions, ça reste assez distinct, assez obscur. C'est plus une fois qu'on y sera, qu'on aura la main dedans, qu'on verra et qu'on comprendra. Parce que là, ça reste c'est de loin. Je le vois comme ça. Je suis du genre à apprendre en faisant. Donc, Oui, alors on comprend que ça peut être obscur quand on a une première présentation. C'est beaucoup d'infos. Alors, il y a on peut profiter de ce temps là où on est tous ensemble pour un peu rêver. Donc, il y a une équipe graphique qui fait les graphiques, il y a une équipe web qui va les mettre en forme, voir comment l'utilisateur va naviguer dans le site web, comment il va s'en servir. Donc, on peut peut-être faire un petit brainstorming pour voir ce qu'on pourra faire la semaine prochaine sur la partie web et comment est-ce qu'on va l'alimenter en graphique et en données. Moi, j'avais commencé à travailler sur quelque chose. Vous m'entendez tous? Oui, on t'entend.